bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette conférence qui va adresser les facteurs clés de succès pour accompagner durablement les startups en Europe. Je suis Claire Vasile, je suis responsable de l'entrepreneuriat à impact chez KissKissBankBank, qui est une plateforme de crowdfunding que vous devez tous connaître. Et je suis ravie d'être ici. Alors, pour aborder ce sujet, aujourd'hui, je suis accompagnée de 3 figures de l'entrepreneuriat qui représentent 3 écosystèmes différents en Europe. Alors, on va commencer par les invités. Laurent Hiblet, bonjour. Tu es cofondateur et CEO de Bicentral à Bruxelles. Bienvenue. Bonjour Claire, bonjour à tous. Merci beaucoup. Effectivement, Bicentral, c'est un campus tech dans la gare centrale de Bruxelles. Donc, on a un lieu d'entrepreneuriat et d'apprentissage de la tech à Bruxelles. Merci. Ricardo, bonjour. Ricardo Marvao, pardon. Tu es cofondateur et CEO de BTAI, qui est présent à Lisbonne, à Bruxelles et puis dans d'autres lieux à l'international. À São Paulo aussi, à Boston. En fait, BTAI, c'est une des principales organisations au Portugal qui a créé un peu l'écosystème de start-up à Lisbonne. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, le core business, c'est vraiment l'innovation avec les grands groupes et les startups. Merci. Et enfin, celui qu'on ne présente plus, Cédric Denoyel. On est un peu dans son salon aujourd'hui, donc tu es président de H7. Oui, tout à fait. Je vous souhaite la bienvenue. On est ravis de vous avoir encore une fois. Et président de H7 depuis donc, la création de 2018. Exactement. Et avant, j'étais entrepreneur. J'ai fondé une entreprise sur le monde du conteneur maritime. Alors, je vais commencer avec un chiffre. J'ai lu récemment une étude de la Commission européenne qui disait qu'il y avait quasi 1500 structures d'accompagnement en Europe, dont plus d'un quart en France. Donc, on observe vraiment une explosion du nombre de structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat en Europe. Par ailleurs, on entend beaucoup que la clé de réussite pour les startups, c'est de se faire accompagner à toute étape du développement de l'entrepreneur. Du coup, concrètement, en fait, à quoi ça sert une structure d'accompagnement ? On va vous proposer d'adresser ce sujet avec Cédric, Laurent et Ricardo sous 2 angles. Le premier, c'est vraiment s'attarder sur la valeur que crée une structure d'accompagnement pour les projets entrepreneuriaux. Et puis le deuxième angle, c'est la manière dont ces structures d'accompagnement vont véritablement s'emparer de sujets liés à leur territoire, à leur écosystème, qui peuvent être la formation, l'insertion professionnelle, l'innovation des grands groupes, mais aussi évidemment les objectifs de développement durable, etc. etc. Et finalement, ces structures peuvent constituer des véhicules de transformation à l'échelle européenne comme à l'échelle locale. Alors pour commencer, je vais vous demander à tous les 3 de me présenter un peu plus en détail les structures d'accompagnement que vous représentez, leur genèse et puis leur positionnement aujourd'hui. Et du coup, Ricardo, je te propose de commencer, puisqu'en plus, toi, tu as une histoire vraiment ancrée par rapport au territoire portugais vis-à-vis de la création de BTAI. Alors, nous, on a commencé en 2010. Il faut voir que j'imagine que tout le monde il y a une mémoire du Portugal en faillite en 2010. Et donc, on a commencé ça dans un pays qui n'avait pas d'argent public. Typiquement, quand il y a une crise, il y a toujours une possibilité d'aller chercher de l'argent public. Mais là, il n'y avait rien. Et donc, on a dû créer un écosystème avec les partenaires qui voulaient un peu nous aider. Et on a commencé par créer un peu comment on peut inspirer les jeunes. Il y avait 35% de chômage avec les jeunes moins de 30 ans. Et donc, on s'est dit, il faut inspirer les jeunes à voir l'entrepreneuriat comme une possibilité de sortir de la crise. Tu n'arrives pas à trouver ton job, tu peux créer ton job. Et on a commencé par faire de inspiration avec des événements. On ramenait 2 personnes qui avaient fait des startups et qui racontaient leurs histoires, des bonnes choses, des mauvaises choses, des trucs qui se passent et qu'il faut raconter. Et après, je dis toujours, c'était le marché qui nous a dit qu'est-ce qu'il fallait faire après. Parce que les jeunes sont venus, j'ai une idée, comment je peux faire ? Ok, on a commencé pré-accélération. Après, ok, j'ai un prototype, je vais aller
faire l'international, je veux aller rentrer dans le marché, je veux lever des fonds. On a créé Accélération. Après, les grands groupes sont venus, je veux aussi comprendre comment on peut faire ça en interne dans les grands groupes. On a fait ça, innovation en interne. Après, Open Innovation. Après, les startups sont venus en disant, on n'a pas de pre-seed, on a créé un fonds pre-seed. Après, formation avec les startups. Donc, on a toujours, et on était une structure petite, donc ce qu'on s'est dit, chaque janvier, on faisait une réunion et on se disait, qu'est-ce qui manque dans l'écosystème et qu'est-ce qui est déjà bien fait, qu'on peut enlever des ressources et mettre dans la nouvelle chose qui manque dans l'écosystème. Et c'est comme ça qu'on a vraiment commencé BTI. Merci Ricardo. Laurent, quand on a préparé cet échange, tu mentionnais la notion d'émancipation plutôt que l'accompagnement des startups. Et c'est vrai que c'est une notion qu'on utilise très rarement dans le vocabulaire technique des incubateurs. Je veux bien que tu me dises plus du coup sur comment, avec Bicentral, vous êtes dans cette démarche d'émancipation et comment est née évidemment la structure. Oui, tout à fait. Donc, nous, on se voit vraiment comme ça, comme un lieu d'émancipation ou d'empowerment, plus que d'accompagnement. On a un projet qui va avoir 5 ans, donc on a officiellement été créé en 2017, mais les premières discussions du projet qui sont passées dans l'écosystème tech bruxellois, elles datent à peu près de 2016. Si vous vous souvenez, c'est le moment du Bataclan, c'est le moment des attentats à Bruxelles, à Paris, et ça nous a ouvert les yeux, toute une série d'entrepreneurs, de se dire en fait, dans notre ville, juste à côté de nous, il y a des jeunes exactement de notre âge qui n'ont pas de projet de vie ou qui ont un projet de vie qui est extrêmement destructeur. Et qu'est-ce qu'on fait en fait ? Qu'est-ce qu'on fait à Bruxelles à ce moment-là ? Il y avait à peu près 1 jeune sur 4 qui était ni en apprentissage, ni au travail, etc. Et puis d'un autre côté, toutes les start-up tech du web 2.0 qui pleuraient parce qu'on ne trouve pas de talent, on n'a pas de développeurs, on quitte la Belgique parce qu'en fait, on ne trouve pas les bonnes personnes. Et donc ça nous a donné envie de faire quelque chose. Donc on a créé Bicentral, qui est vraiment un écosystème dans la gare centrale de Bruxelles, qui est vraiment un lieu de rencontre. Bruxelles est une ville extrêmement cosmopolite, mais qui est assez divisée en différents quartiers. Et la gare, c'est le lieu où tout le monde se rencontre. Donc on s'est mis là. En plus, c'était un bâtiment historique qui était un centre de formation au départ, mais qui était à l'abandon, qu'on a refait petit à petit. Et où on accueille plein d'acteurs différents. Donc on a une quinzaine d'écoles tech, donc 42 Bruxelles, par exemple, est à Bicentral. On a également Simplon, Le Wagon, etc., toute une série d'acteurs que vous connaissez sans doute. Et puis on a effectivement aussi des programmes qui accompagnent plus spécifiquement les entrepreneurs. On a l'équivalent du Fighter Programme de Station F. On a lancé un équivalent à Bruxelles avec Google et les pouvoirs publics. Mais tout ça, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est un endroit où il puisse y avoir de l'émancipation collective, c'est-à-dire où tout le monde on puisse se rencontrer et où quelqu'un qui commence le début de la base du code puisse rencontrer un entrepreneur comme certains qui étaient on stage aujourd'hui, mais à la machine à café, et qui puisse se rendre compte que c'est pas un autre monde en fait, c'est notre monde et on peut construire des choses ensemble. Et on peut aussi grandir ensemble et créer des moments d'apprentissage dont certains sont structurés et d'autres se passent par hasard. Mais on voulait vraiment pouvoir avoir ce lieu où ces moments puissent se passer. Et du coup, H7, Cédric, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tu parlais de créer des choses qui n'existent pas encore. Et je trouve que cette métaphore, la métaphore de remplir le vide était assez intéressante. Tu peux nous en dire plus ? Oui, déjà la jeunesse d'Hachette par rapport à vous, elle est un poil différente puisque nous on a une vraie notion politique dans la jeunesse d'Hachette puisque on est le lieu totem du numérique qui était dans le cadre d'un cahier des charges qui était dicté par l'État dans le cadre des villes labellisées French Tech. Donc on faisait partie de ce lot-là, je dirais, donc avec une vraie volonté politique derrière. Donc il y a eu un énorme engagement effectivement de la métropole de Lyon sur le sujet, qui a notamment mis à disposition le lieu, les travaux, et qui a rendu possible ce projet. Après, quand je discutais avec les élus de l'époque, à l'époque c'était Karine Deniensos qui me disait « Cédric, il faut absolument que tu combles ce qui n'existe pas à Lyon ». Effectivement. Donc, et pourquoi elle disait ça ? Parce que déjà l'écosystème lyonnais était déjà extrêmement fourni en termes de structure d'accompagnement. Je rappelle qu'on n'a que 3 ans, hein, donc on parle de quelque chose qui date d'il y a très peu de temps.
Donc il fallait qu'on se positionne sur quelque chose qui n'existe pas. En même temps, il fallait qu'on fasse de l'accélération, il fallait qu'on sorte des champions. Bon, un cahier des charges qui était quand même malgré tout un peu conséquent. L'autre particularité d'Hachette, elle est importante. Elle est au-delà d'être dans sa genèse, elle est dans sa construction, la construction notamment des actionnaires qui composent le consortium. Avant de remplir cette notion du vide, il a fallu qu'on crée un peu l'histoire. Et en fait, la particularité de Hachette, c'est que son actionnariat est à 86% détenu par des associations de 1901. Ce qui n'est pas anecdotique dans notamment nos obligations de résultat, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'obligation de résultat financier, et notre obligation n'est que d'une obligation de moyens, et donc de remplir notre mission qu'on a et qu'on s'est donnée tous ensemble. Donc, un de nos actionnaires était là ce matin, effectivement, c'est une association autour de l'économie sociale et solidaire. Notre autre actionnaire, Artifarty, est dans le monde de la culture. On a évidemment un actionnaire qui est 100% numérique, Axeléo, et on a l'association French Tech qui fait partie du board également. Pourquoi est-ce que cet actionnariat-là il est important? Parce qu'en fait, on a estimé qu'une des choses qui manquait à Lyon, justement pour combler ce vide-là, c'était une structure qui pouvait éventuellement avoir la possibilité de faire une lecture du monde contemporain et du monde qui entoure les entrepreneurs de manière un peu différente. C'est-à-dire que je ne suis pas certain qu'à la base, les jeunes start-upers rencontrent volontairement des structures de l'ESS ou des structures culturelles pour parler de leur business. En fait, on est venu à eux, en fait, de par l'actionnariat de Hachette, de par la manière dont on a pensé. On leur propose des choses un peu alternatives à ce niveau-là. Du coup, on voit que tous les trois, vous avez, à des moments différents et encore aujourd'hui, adressé différentes cibles. Du coup, moi, quand je me mets la place d'un entrepreneur, et que je me dis, ok, est-ce que cette structure est faite pour moi? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez nous en dire plus sur les besoins auxquels vous allez répondre? Est-ce que c'est plutôt en termes de stade de développement, genre on accompagne plutôt à l'accélération? Est-ce que c'est en termes de thématique? Est-ce que c'est en termes de mise en réseau? Est-ce que c'est un peu tout ça à la fois? Je t'en prie, Ricardo. Ouais, je peux commencer. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est business. C'est du business. On ne fait plus accélération, on ne fait plus mentorat, on ne fait plus rien de ça. On fait du business parce que les startups qui sont dans notre écosystème en ce moment, elles veulent rencontrer leurs prochains grands clients. Et donc, c'est ça qu'on leur donne. On a 150 grands groupes en 23 pays qui travaillent avec nous. Et on leur donne les business units, les mecs qui sont dans la business unit qui veut rencontrer une technologie qui arrive à résoudre un problème qu'il a. Et il veut signer un contrat avec une startup qui a une technologie qui va l'aider, qui va augmenter les revenues ou diminuer les coûts. Et c'est ça qu'il veut. Et donc, nous, on dit aux startups, vous venez pour un programme de 3 mois, mais si dans la première semaine, il n'y a pas un échange où il y a un pilote qui est fait ou un accord de pilote qui est fait entre la startup et le grand groupe, vous allez à la maison. Comme une réunion que tu vas parler avec, je sais pas, Google, et tu arrives à la fin et ils disent trop vert encore, tu pars à la maison, on parle dans 6 mois. C'est la même chose pour nous. Et donc, ce qu'on veut, c'est travailler avec les startups qui vont faire du business avec les grands groupes. Et de là, ça va sortir des contrats à la fin. Et c'est ça. Et tout le reste, le Covid nous a bouleversé complètement, on a tout vendu et on a fait ça. C'est tout. Alors, avant de te répondre, moi, je voudrais partager 2 constats. Le premier, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une aventure absolument magnifique. C'est une aventure personnelle autant que professionnelle, qui est confrontante. Parce qu'on est obligé d'être bon sur plein de dimensions extrêmement différentes. Et très vite, en fait, on se confronte à des choses qu'on n'aime pas faire, avec lesquelles on n'est pas très bon. Mais la deuxième chose par rapport à ça, c'est qu'on est extrêmement inégaux par rapport à l'entrepreneuriat. Il y a des inégalités qui viennent de partout, bien sûr de l'origine socio-économique, parce que souvent, le début de l'entrepreneuriat, on ne gagne pas sa vie, donc il faut avoir des filets de sécurité. C'est pour ça que nous, on a, dans certains de nos programmes, ils sont certifiés par les pouvoirs publics pour qu'on puisse résoudre cet aspect que les premiers mois d'une start-up, bien souvent, on ne se paye pas de salaire. Mais il y a aussi des aspects d'éducation et d'entourage.
je dirais de ce côté-là, il y a des inégalités vraiment d'éducation autour de l'entrepreneuriat. C'est pas pour rien que beaucoup d'entrepreneurs sont eux-mêmes des enfants d'entrepreneurs. Et donc, quand il faut accompagner, quand il faut émanciper des gens qui veulent se lancer dans cette aventure, qui est une aventure tellement enrichissante, nous, on est arrivé à la conclusion qu'il faut faire vraiment, si on veut faire ça à l'échelle, hein, il faut faire du prêt-à-porter, mais avec l'approche de la haute couture. C'est-à-dire qu'il faut avoir des solutions qui sont différentes en fonction des besoins des individus qui, en fait, sont très, très différents par rapport à l'entrepreneuriat. Et donc, il y a des personnes qui auront besoin d'être un peu plus accompagnées, d'autres un peu moins, certains sur des compétences techniques, d'autres sur des compétences qui sont plutôt de la vente, ce que décrivait Ricardo. Et donc, c'est pour ça que nous, on se voit plutôt comme un shopping center dans lequel chacun vient choisir ce dont il a besoin, parce que en fait, les besoins que nous avons face à l'entrepreneuriat sont très différents. Et moi, j'ai habité aux US il y a 10 ans, et quelque chose qui me frappe, c'est qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est une aventure collective. C'est très rare des entrepreneurs qui se sont faits absolument tout seuls. Donc, il faut s'entourer, quel que soit le projet, il faut s'entourer de mentors, il faut avoir les bons actionnaires, donc il faut en parler beaucoup autour de soi. Et en fait, paradoxalement, en Europe, on est plus individualiste qu'aux États-Unis. On ne s'entraide pas beaucoup entre entrepreneurs, où on n'ose pas parler, on se dit, ah, mais si je lui en parle, peut-être qu'il va me piquer mon idée. Non. Mais donc il y a toute cette culture de l'échange, exactement ce que vous faites ici aujourd'hui, qui est vraiment très importante à mettre en place, parce que c'est ça aussi qui va faire qu'on se crée un réseau de pairs. Et je pense que la clé de la réussite dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment d'avoir ce réseau de pairs avec lesquels on puisse échanger dans les moments où c'est difficile, parce qu'il y a forcément des moments où c'est difficile. Je peux juste dire un truc sûr. Parce que je trouve que, je m'excuse, mais je trouve que avant, il y avait beaucoup plus d'échanges entre les structures comme nous. Et on est arrivé à un moment où on était en train de créer, et on a fait beaucoup d'échanges parce qu'on était tous en train de comprendre comment ça marche. Mais maintenant, on est déjà bien implanté, et cet échange, je trouve qu'il y a beaucoup moins. Et donc, je trouve que ça serait intéressant de comprendre comment on peut refaire ça, repenser ça. Non, c'est intéressant, ça fait écho à ce qu'on se disait l'autre jour quand on était en train de préparer la conférence. Je vais essayer d'abord de répondre à la question. Nous, sur Hachette, on a une typologie de boîte qui est plutôt, je dirais, early stage, plutôt en création. Donc, on a des profils de boîte. Ils arrivent, ils sont 2 associés, il y a un stagiaire, donc ça veut dire qu'ils sont 3. Le profil, c'est qu'ils restent entre 12 et 18 mois. Ils sont au bout de 12 à 18 mois, si tout se passe bien, c'est-à-dire que s'ils ont bien travaillé et qu'on a bien fait notre job, ils sont 12 ou 13. Donc là, ils doivent partir parce qu'on n'a plus de place pour eux. Et ils sont sur des plans de recrutement de 12 ou 13 personnes, et ils ont levé généralement leur premier million ou leurs 2 premiers millions. Donc nous, dans cette phase-là qui nous caractérise un petit peu, on essaie d'apporter des réponses par rapport à ça. Donc on essaie de phaser et de proposer des réponses par rapport à la taille de boîte qu'on accueille. Donc les premières choses qu'on fait, c'est effectivement et toujours, et on le rabâche, c'est la notion de business, évidemment, parce que sans le business, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la levée de fonds qui va faire ton chiffre d'affaires, et que malgré tout, sans chiffre d'affaires et sans rentabilité, ça ne dure pas. Donc évidemment, on est sur ces notions-là, mais on est aussi sur des notions qui sont un tout petit peu plus précises. C'est mon premier actionnaire, mon premier choix d'actionnaire, mon premier fonds. Est-ce que ça va être une banque? Est-ce que ça va être un VC? Ou même si je suis tout seul, est-ce que je vais qui m'associe en termes d'individu? Parce qu'on est très attaché à la notion d'indépendance de l'entrepreneur. Parce qu'on estime, et ça c'est des convictions personnelles pour l'avoir vécu, c'est que l'entrepreneur, plus longtemps il est indépendant, plus il sera à l'image de sa boîte, et que généralement c'est lui qui l'incarne. Et que si on ne veut pas que ce rêve dévie trop, il faut qu'il reste le leader le plus longtemps possible. Et après, pour essayer de répondre à Ricardo, je pense que la notion de discussion entre des structures comme les nôtres, elle a été évidemment beaucoup plus facile avant le Covid, beaucoup plus difficile pendant le Covid, parce qu'il fallait chacun qu'on sauvegarde nos boîtes.
qu'on est malgré tout aussi concurrent. Si un Deloitte ou un Big Five te demande un programme d'accélération, ils peuvent demander à Hachette comme ils peuvent te demander à toi. Donc on peut être concurrent sur certaines choses. Et quand tu es dans de la frugalité et que tu dois faire ton business, tu es comme tout patron de boîte, tu te bats pour avoir ton business. Donc non, je pense que la vraie différence, c'est justement cette notion. Moi, il y a une notion que j'adore et que je répète systématiquement aux patrons de boîte, c'est think global, play local. Et ça, je pense que c'est un sujet sur lequel on peut s'inspirer. C'est-à-dire que je pense que collectivement, il faut qu'on regarde comment est-ce qu'on peut faire pour travailler sur le global. Et le global, ça peut être quoi? Ça peut être l'impact environnemental, ça peut être des sujets comme ça qui ne sont pas forcément traités par du pur business, mais qui sont des obligations sur lesquelles on n'a aujourd'hui plus de choix, en fait. Voilà. Et c'est à nous de nous positionner sur ces structures-là. Alors, on répond au quotidien aux besoins des startups qu'on a en fonction de leur échelle, en fonction de leur nombre, en fonction de leur business et leurs besoins. Mais je pense qu'on peut aussi leur imposer des trucs. Oui, effectivement, ça rejoint aussi ce qu'on se disait du coup sur une culture, ou en tout cas une approche culturelle de l'accompagnement à l'entrepreneuriat en Europe. Tu disais, Laurent, finalement, on est un peu égoïste, etc., on se tire un peu la bourre. Est-ce qu'il y a, à contrario, des choses qui vous rassemblent, sur lesquelles vous pouvez bosser en commun, ou alors est-ce que vous voyez se dessiner une culture de l'accompagnement spécifique à l'Europe qui se distinguerait d'autres grandes places fortes de l'entrepreneuriat ? Ou peut-être un chemin à parcourir vers lequel il faut tendre. Je pense que ce qui nous rassemble en Europe, et puis on le voit ces dernières semaines, c'est nos valeurs. Et quelque part, on a aujourd'hui un web qui est très américain, puis on a un développement tech qui se passe en Asie et en Chine de manière très rapide, qu'on ne voit pas forcément. Et on a une grosse difficulté, je pense, en Europe, mais qui est aussi la richesse de notre histoire, c'est qu'on ne sera jamais un marché unique. Moi, je suis à Bruxelles, donc j'entends parler du marché unique du numérique depuis 10 ans. Ça n'arrivera jamais. Nous ne serons jamais un marché unique du numérique, puisque nous avons des dizaines de langues différentes, des cultures enracinées. Est-ce que c'est grave ? Dans la version du web des années 2000-2010, c'était une difficulté, c'est vrai. Mais si on retourne vers du plus local, c'est une richesse. Et derrière ça se pose la question, je pense, de à quoi sert la technologie et à quoi on va l'utiliser. Et je pense que c'est là que l'Europe peut jouer un rôle moteur et que ça peut aussi nous rassembler. C'est que nous mettions à l'agenda ce pourquoi nous voulons utiliser la tech. Et je pense que c'est ça qui nous différencie de la Chine, où c'est le gouvernement qui décidera et pas les entrepreneurs, et des États-Unis, où c'est le marché qui décidera et pas les entrepreneurs. Je pense qu'ici, on a cette opportunité et on doit la saisir parce que si on se compare maintenant en termes de développement sur le marché technologique, c'est clair qu'on est encore en retard par rapport aux deux mastodontes qui nous entourent. Je vais juste répondre aussi à la question. Une des présences aussi, de ta présence aussi aujourd'hui, c'est que l'Europe nous a rassemblés. Puisqu'on a répondu ensemble à un appel à projet Erasmus+, qu'on a gagné ensemble et qu'on a monté ensemble. Donc c'est une belle preuve je dirais, de devoir de l'Europe. C'est-à-dire que je pense que si l'Europe, dans son étymologie, a envie qu'on bosse ensemble, eh ben, il faut qu'elle débloque aussi des moyens pour qu'on arrive à bosser ensemble. Parce qu'il y a toute une part qui doit être effectivement impulsée par le politique, en tout cas, je pense que c'est assez important, en fonction des grands enjeux qui sont face à nous, et que nous, à notre échelle, petite structure, avec des fonds propres compliqués, enfin, je veux dire, c'est pas en faisant de l'allocation de locaux que tu vas pouvoir financer l'amélioration des degrés sur la planète, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'Europe a un devoir je pense, de nous aider pour pouvoir avancer sur ces sujets-là. Et en tout cas, elle est en train de le faire. Enfin, après, à nous de leur faire remonter des idées aussi. Ouais, pas plus à dire. Juste ajouter que nous, on fait aussi un peu de projets européens. Mais ce que je vois aussi, c'est les entreprises européennes, surtout dans les mêmes secteurs. On fait des programmes qu'on appelle les Collaborative Innovation Programs. Et ce qu'on voit plus en plus en Europe, c'est les entreprises qui sont dans le même secteur et qui ne sont pas exactement concurrence, veulent collaborer et veulent échanger. Et c'est un truc que, typiquement, avant, on ne voyait pas beaucoup et maintenant, on voit plus. Et je trouve que ça, c'est
un truc qui marche super bien en Europe. Et aux États-Unis, on ne voit pas beaucoup ça. Il y a beaucoup plus de concurrence. Mais là, on voit de plus en plus les entreprises qui veulent échanger parce qu'ils arrivent à aller beaucoup plus vite. Si tu es une boîte et tu viens de faire un pilote ou tu as signé un contrat avec une start-up et tu peux échanger pourquoi tu as signé et quelles sont les valeurs de cette start-up et quelle est la bonne chose que cette start-up a. Les autres peuvent décider beaucoup plus rapidement qu'est-ce qu'ils veulent décider aussi. Alors justement, en tant que structure d'accompagnement, vous êtes un peu des grands observatoires de l'entrepreneuriat à différents titres. Vous allez pouvoir observer des marchés qui émergent, des secteurs d'activité particulièrement porteurs. Vous allez évidemment observer les enjeux d'innovation des grands groupes et tous ces éléments-là. Vous allez observer aussi les missions sociales, environnementales desquelles vont s'emparer les startups. Est-ce que vous avez des grandes tendances à nous partager, des choses que vous avez pu observer sur ces dernières années sur ces sujets? Énergie, santé, la mer. Au moins, c'est notre tech. Okay. Les trois que je vois beaucoup, et énergie, ça va accélérer comme des fous. 2022, ça va être fou. Et en termes de santé, à cause des data, échange de data, ça va exploser aussi. Et la mer, je dis plus à cause du Portugal. Parce que vraiment, il y a tellement de choses qui va se passer en ce moment au Portugal dans les prochaines années dans l'industrie de la mer que pour nous, c'est super important. J'aimerais bien dire la mer aussi, mais je ne sais pas si vous avez déjà été à la côte belge. C'est pas... Donc, mais je suis tout à fait d'accord sur énergie et santé. Alors nous, clairement, dans la santé, on voit énormément de projets qui se développent, du fait aussi de la pandémie. Et ça a ouvert, je pense, du côté gouvernemental, en fait, il y a eu une montée en compétence sur la question des données dans la santé, liées aux questions de vaccination, aux questions de comment l'épidémie évoluait, etc. Donc en fait, les gouvernements ont beaucoup monté en compétence à ce moment-là. Et donc on voit clairement toute une série de nouveaux acteurs ou une accélération des acteurs dans la santé. Dans l'éducation, même chose. Nous, en Belgique, on était très en retard sur tout ce qui était numérique à l'école, à la fois sur le volet utilisation du numérique et puis apprentissage ou intégration dans les curriculums. On voit qu'il y a eu une très forte accélération de l'utilisation, pas tellement encore sur les curriculums, mais on va continuer à pousser là-dessus. Et je crois qu'il y a une série de promesses en termes d'éducation, du Web 3.0 qui vont être intéressantes. Après, moi, une question que je me pose, que je vous soumets aussi, la tech a été très sexy ces dernières années. Moi, j'ai l'impression ici, depuis quelques mois, que ça allait un peu moins, qu'on commence à se poser des questions sur le sens de la tech. Et je crois que ça doit nous remettre en question aussi, en tant qu'entrepreneur, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer du talent vers le monde de l'entrepreneuriat. Parce que je crois que par rapport aux défis auxquels on fait face, au niveau de l'énergie, au niveau de l'apprentissage, de la justice sociale, de l'écologie évidemment, les approches entrepreneuriales sont extrêmement importantes. Donc cette approche-là, elle est utile, mais on va devoir montrer plus qu'elle est effectivement mise en œuvre, y compris par des startups ou des scale-up d'une certaine taille, et que c'est pas que du washing. Et ça, je crois que ça va être l'enjeu de toute cette industrie collectivement dans les années qui viennent, de montrer quel est l'impact qu'on peut avoir. Je peux juste ajouter un truc, parce que en liant avec la question de l'Europe, c'est qui a voyagé ici pendant le Covid? Presque, plus ou moins. J'imagine les gens qui ont voyagé, ils ont utilisé dans un autre pays l'app pour le Covid, et ça a marché. Une app en Belgique, tu arrives au Portugal pour vacances, n'importe, et ça fonctionne. Un des trucs qui ne marche pas encore très bien en Europe, c'est la facilité, comment on dit, pour faciliter la mobilisation des gens en Europe. Parce que tu arrives et tu as toujours... par exemple, moi, j'étais au Portugal, je suis venu à Bruxelles et tu dois faire je ne sais pas combien de papiers pour enregistrement à Bruxelles. Et après, c'est la voiture. Et après, c'est les enfants et l'assurance. Après, imagine que tu as une app
et tu vas avec ton QR code et tu passes et c'est fait. Tu vois, comme tu avais le Covid. Est-ce que ça serait possible de faire un truc comme ça en Europe pour faciliter et vraiment avoir la mobilisation des gens dans toute l'Europe? Je crois que ça, c'est un truc que, par exemple, la Commission pourrait travailler et créer presque des pilotes ou des différents pays pourraient faire je sais pas, pour enregistrement de la voiture d'un pays à l'autre. Et après, tu as 5 pays qui ont fait ça. Et un jour, je sais pas, la France veut utiliser le même système. Il arrive à un App Store avec tous les apps des pays. Et disent, ah tiens, il y a 5 pays qui utilisent ça déjà. Tiens, la France utilise ça aussi. Tiens, 6 pays. Juste. Ouais. Idée de business à lancer. Sur Lyon, on est aussi sur les mêmes sujets, évidemment. Santé, bien évidemment, très très au cœur du sujet. Énergie, aussi beaucoup. Là, en ce moment, on a pas mal de retours aussi sur l'artisanat, les métiers de l'artisanat, ce qui est assez intéressant aussi. Quand on parle de Think Global, Play Local, je pense qu'il y a des notions qui reviennent aussi pas mal. Moi, la question que je me pose dans tout ça, parce que tu nous posais la question du rôle qu'on doit avoir, nous, là-dedans. Donc, soit on est spectateur, donc on réagit, soit on essaie de faire de la prospective. Faire les deux en même temps, c'est un peu notre métier, on essaye. Donc, est-ce qu'on fait bien l'un, est-ce qu'on fait bien l'autre, est-ce qu'on fait mal l'un, l'autre, est-ce qu'on fait mal l'un? Je ne sais pas, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais moi, j'ai tendance à croire qu'on a ces fameuses obligations sur lesquelles il faut qu'on réponde et que là, il faut qu'on ait des aides, à mon avis, je dirais institutionnelles pour le faire. Ça paraît une obligation. Tous les sujets qu'on est en train de regarder, s'il n'y a pas un moment ou un autre, les États ou l'Union européenne qui s'en emparent, il n'y aura pas de volonté collégiale. C'est-à-dire que ce n'est pas l'entrepreneur ou des entrepreneurs qui vont pouvoir créer tout ça. Ils vont le créer, mais il faut aussi, ça doit être mis en place. Il faut qu'il y ait une vraie volonté, je dirais, européenne. Moi, la question que je me pose, c'est la notion de prospective. C'est dans quelle mesure, nous, on est plus capable que les autres de repérer quels sont les sujets de demain. J'ai envie de te dire, j'ai pas de baguette magique. Je pense que la seule chose que je peux te dire, c'est un exemple qu'on a sur H7. On a décidé de lancer cette année un format sur le Web3, donc tout ce qui est blockchain, techno, crypto et tout ça, et aussi sur la notion des données, donc les données que tu maîtrises ou non sur Internet, donc c'est ce fameux Web3. C'est un sujet que je voulais absolument qu'on aborde dans Hachette, parce que pour moi c'est un sujet d'avenir. Par contre, je voulais l'aborder sous un thème qui n'était pas un thème uniquement financier concernant la crypto par exemple, mais surtout sur l'utilité de ce qu'on peut en faire. Donc ça veut dire qu'en gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un partenariat avec AIExec, une société lyonnaise, et au lieu de tout de suite faire de l'accompagnement d'entreprise, donc en gros lancer un appel à projet, recruter 3-4 startups dans ce monde-là, les accompagner avec AIExec sur de la techno et tout ça, on a lancé une série de débats et de forums sur quelle va être l'utilité de la crypto dans la culture, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire au niveau de la santé, sur du débat ou de la prospective. C'est ce que j'appelle de la prospective, donc c'est ce qu'on fait à notre échelle. Est-ce que c'est la bonne chose ou pas? Je n'en sais rien. Ce qui permet de faire émerger des tendances avant de voir arriver le produit, quoi. On va se pencher maintenant sur le sujet plus particulier que vous avez déjà, dans une certaine mesure, évoqué, de l'impact. Chacun, à votre manière, vous allez essayer de vous positionner pour, par exemple, la démocratisation de l'entrepreneuriat, donner accès, des outils, des formations à toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui veut rejoindre une start-up d'ailleurs en tant que collaborateur. Il y a évidemment le sujet de la sensibilisation des start-up que vous pouvez accompagner sur ces sujets-là. Comment amener une boîte tech avec une vision très capitaliste vers ces sujets. Et puis enfin, surtout évidemment, comment sourcer et accompagner au mieux les startups qui, dans leur proposition de valeur même, vont essayer de résoudre ces enjeux sociaux, environnementaux, etc. Du coup, est-ce que vous avez déjà une position par rapport à ça, des apprentissages à nous partager ? Oui, alors nous, on est un projet à impact. Donc on est une société à mission, on est une société commerciale avec une fondation. Et pour nous, l'objectif qui a présidé à la création de Bicentral, c'était vraiment de réduire cet écart entre ceux qui font la technologie et ceux qui sont en dehors de ce monde-là.
Et pour moi, il y a 2 grandes leçons de ça. La première, c'est vraiment sur la question de la gouvernance. Moi, j'ai 62 actionnaires à titre individuel à qui je rapporte des comptes. Donc, c'est l'écosystème qui est actionnaire chez moi. Et du coup, il y a du skin in the game. C'est-à-dire qu'on a demandé aux entrepreneurs d'investir. Et puis, nous, on est comptable des résultats. Et ce qui leur importe, on doit être à l'équilibre financier, mais c'est surtout l'impact, le nombre de personnes qu'on touche, qui regardent. Et donc, ça, c'est un élément qui, finalement, je pense, a aussi aidé à notre succès et au fait qu'on puisse créer ce collectif. C'est qu'il y avait une mission partagée qui était très claire, avec des comptes qu'on avait à rendre. Et je trouve que par rapport à ça, le modèle actionnarial, c'était un très bon modèle. Parce que ça implique aussi des responsabilités. Quand on crée une boîte, quand on était 28 cofondateurs de la boîte, ça a une série d'implications juridiques fortes. Et je pense que ça aide beaucoup. Le deuxième élément, la deuxième leçon, nous, on a créé du coup une fondation. Donc les bénéfices qu'on fait, ils sont reversés à une fondation. Et grâce à cette fondation aussi, on a des entrepreneurs qui peuvent faire des donations. Nous, en tant que campus, on a un modèle économique, donc on n'a ni subside ni sponsoring, comme ça nous permet de rester indépendants de tous les acteurs. Mais par contre, au niveau de la fondation, là, on a des donateurs privés, et en fait, via cette fondation, on fait des stages gratuits pour les enfants, puisque le code, en Belgique, le code n'est pas au programme scolaire, et ceux qui apprennent le code, c'est généralement ceux dont les parents s'en préoccupent, donc c'est souvent soit des milieux aisés, soit des parents qui sont très attentifs à l'éducation de leurs enfants. Et donc là, on a fait, cette année, on a fait des stages pour 700 enfants, un peu partout en Belgique, et c'est incroyable l'énergie qu'il y a de voir le sens de ce qu'on fait. Donc pour moi, l'impact, c'est un élément de mobilisation de la communauté, de l'équipe, ma propre mobilisation dans le projet. C'est dingue comme ça parle. Et je crois que c'est ça un des enjeux qu'il y a pour la tech demain, c'est de pouvoir avoir ce genre de mission mobilisatrice qui font ça fait du sens pour les actionnaires, pour le staff dans les équipes, qu'on puisse se retrouver sur des projets qui font du sens et pas forcément sur juste une application qui est sympa mais qui aurait qu'un impact incrémental. Oui. Alors, ce qui est assez drôle, c'est quelque chose que j'ai appris très récemment, puisque de 2013 à 2019, j'étais tout seul ou à 2-3 associés pour créer ma société, et surtout, j'ai jamais été accompagné dans le cadre d'un incubateur ou accélérateur. Et donc, du coup, quand j'ai pris mes fonctions sur Hachette, je me suis dit de quoi a besoin le chef d'entreprise. Donc, je me suis auto-posé la question, donc pour essayer de répondre à ça. Et je me suis dit, on a besoin de comptable, on a besoin de faire du business, donc c'est ce que j'ai essayé de mettre en place au début. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai recruté des gens qui venaient du monde des startups dans l'équipe de H7 et qui avaient une vision un poil différente de l'entrepreneuriat et avec une notion très très importante de la communauté et de la communauté au sein même de l'entreprise. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est 2 façons de voir les choses. Soit tu te dis, j'ai besoin d'éléments en compta, en gestion, en marketing, et on t'apporte la solution. Soit tu te poses d'autres questions, c'est comment je fais monter en compétence mes équipes pour qu'elles répondent, elles, à ces questions-là. Parce que toi, tu ne peux pas non plus tout faire, c'est pas forcément ton rôle. Et donc, ce qui est assez impressionnant, c'est que assez vite, la notion de communauté à Hachette s'est développée. Et en fait, on a ouvert l'ensemble de nos ateliers à l'ensemble des collaborateurs des entreprises. Donc à chaque fois qu'on faisait un atelier avec un expert, ce n'était pas uniquement le CEO qui en bénéficiait. Donc en fait, l'avantage, c'est que les salariés des entreprises qui sont incubés à Hachette bénéficient de l'ensemble de nos programmes. Donc ils se forment, je dirais, au fil du temps. Et ça, je pense que c'est très très appréciable. Et surtout, le CEO de la boîte voit énormément la différence, puisqu'il voit la montée en compétence de ses équipes sur l'ensemble de ces sujets. Et c'était pour essayer de répondre un peu sur cette question de sensibilisation des équipes qui aujourd'hui est très très importante. Et la deuxième preuve que vous pouvez voir, elle est aujourd'hui. Quand vous regardez le line-up qu'on a mis en place, vous avez les patrons de start-up qui sont là, mais vous avez aussi les premiers salariés qui sont là. Vous avez les patrons, vous avez les cadres de certains pôles qui sont très importants dans ces start-up-là, qui sont présents aujourd'hui, qui discutent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le CEO qui est là sur la scène 1, mais il y a sur la scène 2 et sur la scène 3, vous avez des salariés de ces boîtes-là, parce que ces gens-là, ils font partie intégrante de ce genre d'aventure. Et que aujourd'hui, on sait bien que le côté RH
est extrêmement important, surtout quand tu vas à 2000 à l'heure. Enfin, je veux dire, il y a un moment où, quand tout va très vite, tu as intérêt à consolider tes équipes, à garder, en tout cas, ceux qui sont, je dirais, bons, mais ceux qui ont envie, parce que ça, c'est très, très important, l'envie. Et je pense que des structures comme les nôtres doivent effectivement, non pas nous proposer un accompagnement au patron, mais aussi à l'ensemble de ses équipes. Oui, effectivement, tu touches aussi là le sujet de la posture, c'est-à-dire qu'en accompagnant des collaborateurs sur des sujets qui peuvent plutôt d'habitude toucher le CEO, bah, tu vas un peu mettre la petite graine de l'entrepreneur en lui et susciter peut-être des vocations d'intrapreneuriat, voire d'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on parlait d'accompagnement technique, mais la posture entrepreneuriale et le fait d'accompagner des personnes dans une montée en compétences au-delà du chiffre d'affaires et du succès de la start-up, c'est un sujet qui est fort pour la démocratisation de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est un sujet que vous traitez, bon, tu viens un peu de l'aborder, Cédric, Ricardo et Laurent, est-ce que vous avez cet accompagnement plus soft skills ? Alors, juste pour répondre à la question, dernière question. Alors, nous, on a, à part tous les entrepreneurs qui ont passé par BTI, des milliers d'entrepreneurs, et bien sûr, il y a un énorme impact sur ça. Il y a une création d'un écosystème de grassroots, parce qu'au début, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'argent. On a une équipe jeune. Et les jeunes, aujourd'hui, veulent aussi avoir un impact sur les projets qu'ils sont en train de faire. Donc, à part tous les projets qu'on fait avec les grands groupes, on fait aussi des projets de social innovation. Là, par exemple, on dit sans-abri. Sans-abri. On a un projet avec les sans-abri. On a un projet sur modern slavery. Donc, comment on dit les livreurs, Uber et compagnie, c'est ça ? Pour ne pas les citer. Et ça, c'est super important pour les jeunes équipes qui sont en train de travailler avec nous, pour qu'ils sentent aussi l'impact de travailler sur un projet comme ça. Et l'autre, c'est mes études, c'est l'aérospatiale. J'ai travaillé plus de 10 ans dans l'industrie, et c'est une passion. Et en 2015, j'ai gagné une deuxième passion, c'était l'éducation. Et j'ai créé une boîte d'éducation chez BTI pour penser à comment on pouvait imaginer l'éducation dans différentes thématiques. Et comme Laurent, on a aussi créé un summer school pour les jeunes universitaires. Chaque année, on fait une école d'été, 500 étudiants qui viennent et qui font leur propre start-up en 3 semaines. Et c'est madness complète, parce qu'en 3 semaines, ils vont de idées à 1000 users. Donc en 3 semaines, c'est dur, mais ils passent c'est impossible la première journée à c'est super dur, mais c'est possible. Et ça change la mentalité des jeunes. Et après, j'ai créé aussi une école d'été pour l'espace. Une école d'été pour les gamins de 9-10 ans avec la science. On va dans les écoles, on ramène les scientistes qui ont appris dans cette école leur ABC 1 + 1 et 2. Ils reviennent dans leurs écoles et ils vont faire une workshop de leur science à ces gamins pour aussi les mettre dans l'idée c'est pas parce que tu es au milieu de rien, parce qu'on va en dehors des grandes villes, que tu peux pas être dans la science et que tu peux pas être scientiste, tu vois. Et on fait aussi là on va faire les premiers vols paraboliques avec les jeunes du lycée. Donc on fait un astronaute pour une journée. Donc on fait 30 jeunes qui vont de partout au Portugal, qui vont faire un vol. Donc l'idée c'est toujours comment, et je viens de créer une académie pour les jeunes politiciens. Parce que c'est un truc qu'on doit travailler aussi, la démocratie. Tu arrives à dormir de temps en temps ou pas ? Oui, bien sûr. Ouais. Mais il faut... Dans le train pour venir à Lyon ? Il faut travailler ça aussi, parce qu'il faut avoir les jeunes plus actifs dans la démocratie, dans notre société. Sinon, on aura des problèmes dans le futur. Et si je peux faire un tout petit peu et tout le monde fait un tout petit peu, on y arrivera sûr. Et donc, l'éducation, c'est vraiment un truc qu'on prend à cœur.
Et ça, c'est notre impact. Alors, la question de la démocratisation de l'entrepreneuriat, qui est une question compliquée, je pense. D'abord parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat n'est pas représentatif de la société. Nous, c'est pour ça qu'on a lancé notre programme We Are Founders, qui est un peu l'équivalent du Fighter Programme à Bruxelles. Donc, il y a un programme de 9 mois d'accompagnement à l'entrepreneuriat, où justement on vise à avoir des publics qui ne sont pas des publics qui sont généralement entrepreneurs, donc pas sortis d'écoles d'ingénieurs ou d'écoles de commerce, des publics un peu plus âgés, parce qu'on peut être entrepreneur à 50 ou 60 ans, il n'y a pas de raison. On peut être entrepreneur quand on est une femme ou quand on est un homme. Le genre ne devrait pas jouer le moindre impact par rapport à ça. On peut être entrepreneur, quelles soient les origines sociales, économiques, etc. Mais aujourd'hui, le monde de l'entrepreneuriat n'est pas assez diversifié. Il y a un gros travail à faire de ce côté-là, de démocratisation, au premier sens du terme. Et je pense par rapport à ça aussi, il y a une vraie réflexion autour du recrutement dans les startups qui se met en place. Ça bouge, mais comme toujours, ça ne bouge pas assez vite et il faut que ça bouge plus vite. Et puis surtout du côté des investisseurs, parce que les conseils d'administration ou les venture capitalistes sont encore moins diversifiés que les équipes dans le monde de la tech. Après, pour moi, il y a quand même une question aussi, et sur laquelle on doit être honnête. Est-ce qu'il y a plein de formes d'entrepreneuriat? C'est évident. Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Je ne crois pas. C'est quand même un type d'activité qui est... Il y a des bons moments pour le faire dans sa vie et d'autres où c'est peut-être pas le bon moment. Il y a certains profils, certaines personnes qui sont plus à l'aise parce qu'il faut quand même être capable de gérer beaucoup d'incertitudes. Il faut avoir envie de se confronter à des problématiques très très différentes. Et donc, c'est pas non plus stigmatisant de faire un métier qui serait beaucoup plus focalisé, je sais pas, de recherche scientifique de pointe, par exemple, qui ne serait pas entrepreneuriale. On n'a pas besoin, on a besoin d'une société où il se passe plein de choses différentes et pas uniquement d'une société d'entrepreneurs. C'est jamais que, je sais pas, 20%, peut-être 40%, mais quelque part, il faut aussi que ce narratif un peu qu'on a eu, parce qu'on a eu comme ça quelques exemples d'entrepreneurs surpuissants, Zuckerberg, Elon Musk, etc. C'est pas les seuls modèles de réussite qu'on doit donner aujourd'hui. Il y a moyen, il y a des artistes qui font des choses formidables, il y a des scientifiques qui font des choses formidables et qui d'une certaine manière sont des entrepreneurs aussi, mais peut-être moins dans un aspect capitalistique du terme. Et c'est bien, donc il ne faut pas non plus qu'on soit dans un narratif où il faudrait tous qu'on soit entrepreneurs. Tous ceux qui ont envie de l'être devraient pouvoir avoir les outils ou pouvoir être accompagnés, émancipés pour le devenir. Mais il y a aussi plein d'autres manières de faire des choses très chouettes dans la vie. Et plusieurs modèles de figures d'entrepreneurs d'ailleurs. Absolument. Alors, on parle sur cette conférence des facteurs clés de succès dans l'accompagnement. Du coup, est forcément liée la question des indicateurs. Quels sont, selon vous, les métriques? Qu'est-ce qui vous permet de vous rendre compte de l'efficacité de vos missions, de votre travail, à la fois, j'allais dire, en termes de vision un peu politique de votre rôle, notamment lié à l'impact, et puis d'efficacité quand vous parlez à un entrepreneur et qui vient vous dire merci. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que vous avez fait un bon job? Dire en premier temps mon compte de résultats, mais pas que. Si je suis plein, je vais mieux forcément. Et si je suis plein, c'est que je fais mon métier. Donc c'est un très très bon indicateur pour nous. Et Hachette est plein depuis 2 ans et demi, enfin 2 ans et en pleine période du Covid. Et le remplissage des bureaux. Bien sûr, c'est-à-dire que si tu n'as personne dans ton lieu, parce que nous on est un lieu avant tout, c'est un indicateur quand même visuel très fort. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la première chose. Après, nous on a des indicateurs très classiques qui sont le nombre d'emplois créés. Ça, c'est très très important pour nous. C'est le chiffre d'affaires cumulé de nos boîtes et pas forcément les levées cumulées. C'est des articles de presse, évidemment. Vous savez, quand vous êtes un lieu d'accompagnement, c'est très curieux parce que vous êtes jugé par rapport aux résultats des autres. Pas par rapport à vos propres résultats, mais par rapport aux résultats des autres.
Donc nous, le plus bel indicateur, c'est que, et malheureusement, et je suis pas pour cet indicateur-là, ça va être si demain H7 sort une boîte qui va faire 100 millions de levées dans les 2 ans, ça va être un super indicateur. Et ben, c'est pas le truc qui va faire que je serais content j'aurais considéré que mon métier est bien fait. Je préfère sortir 10 boîtes qui font 10 millions parce que je trouve qu'il y a moins de risques au niveau global. Donc voilà, on est sur des indicateurs assez classiques parce que au-delà de ça, on n'a pas la légitimité non plus d'être le centre d'un écosystème ou d'un endroit ou d'une région ou d'une métropole. C'est-à-dire que tout passe pas que par nous. Donc nous, c'est ce que je disais l'autre jour sur une autre conférence, on s'occupe d'une forme de communauté, d'une forme d'entrepreneur. Donc sur cette forme-là, on peut avoir des indicateurs. Voilà. Les mêmes, mais je dirais que à part ça, le choix de l'entrepreneur que tu vas aider, je dirais, pour moi, le seul indicateur, c'est gut feeling. Parce que si... Donc, gut feeling, c'est le ressenti, quoi. Je ne sais pas comment... oui, mais si je suis en train de parler avec un entrepreneur et je vois qu'il croit vraiment dans le produit qu'il est en train de vendre, et il va à la fin du monde pour réussir, alors... je vais croire et je vais l'aider, je vais le soutenir. Et ça, c'est le gut feeling que tu as quand tu as écouté, je sais pas, 5000 entrepreneurs. Tu sais déjà plus ou moins, il y a un telltale sign que tu sais déjà, tiens, ce mec-là, il va loin. Et puis, toi, tu as aussi le public, enfin, vous avez tous d'ailleurs, mais en particulier le public grand groupe, qui est aussi dans ta cible et auprès duquel tu rends des services. Nombre de pilotes que tu fais à la fin, nombre de contrats que tu signes à la fin, tout ça, c'est super pour les startups et les grands groupes, parce que si tu signes un contrat, ça veut dire que tu es OK pour travailler avec une startup. Tu ouvres déjà ta mentalité pour travailler avec des gens qui ne travaillent même pas comme toi, mais tu es un grand groupe qui est plus ouvert. Et ça, c'est une conquête. Alors la question des indicateurs, pour moi, c'est la question qui tue. Et évidemment, c'est toujours. Pour moi, il y a les indicateurs effectivement financiers ou le monde qui passe. Pour moi, ça, c'est les indicateurs de survie. Parce que si on n'a pas ça, dans 2 ans ou dans 3 ans, on est mort. Donc c'est évidemment absolument nécessaire. Après, il y a la question du succès. C'est un indicateur de succès. Qu'est-ce qui fait qu'on a réussi ? Qui est évidemment la question fondamentale. Et moi, je dirais c'est vraiment les transformations individuelles. C'est de voir certaines personnes qui, en quelques mois, en quelques années, se transforment véritablement et parviennent à construire quelque chose qui fait qu'ils ne sont plus les mêmes. Et bon, c'est vrai que nous, sur le campus, on a comme ça des gens qui ont eu des transformations absolument phénoménales. Et ça, c'est un indicateur, on le mesure au mail qu'on reçoit de leur part, au retour qu'on peut avoir quelques années après. Mais ce n'est pas un indicateur uniquement quantitatif. Il y a du qualitatif là-dedans aussi. Et pourtant, je pense que c'est le plus important. Et le corollaire de ça aussi, c'est que de temps en temps, il y a des personnes où cette émancipation ne fonctionne pas. Et c'est là que c'est justement important d'avoir un écosystème d'accompagnement, parce que ça ne peut pas toujours réussir. Et donc, il y a des formidables histoires qui sont celles qui nous font du bien. Puis de temps en temps, il y a des histoires compliquées. Et l'entrepreneuriat, on peut vivre des moments de vie très compliqués. Et donc, il faut aussi pouvoir gérer dans ces indicateurs là où ça se passe plus difficilement. Et je pense que c'est en ça, pour nous, en tant que structure d'accompagnement, c'est un point vraiment important. C'est non seulement d'avoir fait émerger ceux qui explosent, ça se passe super bien, et c'est aussi d'être un bon filet de sécurité pour ceux où c'est beaucoup plus difficile. On dit que la raison numéro 1 des startups qui n'arrivent pas à aboutir, à être successful, c'est entre co-founders.
il y a les bagarres, et on fait beaucoup de presque thérapie entre les co-founders, parce que sinon, s'il y a un problème, après, ça va se casser, et peut-être c'était un truc de rien, tu vois. Au début, quand on commence une start-up, je dis, tiens, Claire, on va faire une start-up ensemble. Qu'est-ce que tu dis? On a cette idée. À la fin, on se décide la même journée. On s'est dit, OK, moi, je serai le CEO, toi, tu seras le COO. Peut-être, c'est pas moi le meilleur CEO. Quand, dans 6 mois ou dans 3 mois, on est en face de l'investisseur, peut-être c'est pas moi le meilleur d'être en face de l'investisseur, c'est toi. Mais parce que cette décision a été faite le premier jour, et moi, je suis le CEO, et moi, je décide et je suis en face de l'investisseur, parfois, c'est un truc de rien, tu vois. Il faut juste parler avec les gens et les faire comprendre que cette décision n'a pas vraiment de la vraie valeur pour la croissance de la start-up. C'est mieux de mettre la bonne personne en face de l'autre personne. Mais c'est difficile de discuter ça. Et il faut discuter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça prend du temps. On a même des life coaches. Sinon, ouais. Je suis absolument d'accord avec Ricardo. Je pense qu'on fait un job de psy, certainement. Et c'est ça qui est fascinant. C'est que l'aventure entrepreneuriale, c'est une aventure humaine qui est extrêmement riche, mais qui n'est pas facile. Et effectivement, avec des conflits de fondateurs. Et donc, ouais, je pense un conseil là-dessus, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est ayez un bon psy. Ou un bon avocat. D'ailleurs, c'est vrai que le sujet des cofondateurs, je pense, mériterait une conférence entière sur le sujet. Un petit mot de la fin, peut-être, chacun d'entre vous. Est-ce que vous avez quelque chose à partager avec notre audience, un conseil pour ceux qui voudraient se lancer? Donc, il ne faut pas avoir peur. Si vous êtes jeune, je trouve que même si ce n'est pas pour vous être entrepreneur, c'est toujours une expérience. Et c'est toujours quelque chose qui va amener des choses pour votre vie. Être un entrepreneur, je dis toujours, c'est la plupart du temps, tu es à terre. Et de temps en temps, tu vas dans le... Comment on dit, le toit? Non. Le ciel, ouais. Mais c'est peut-être en 365 jours, tu as 2 dans l'an que tu vas au ciel, et le reste, tu es vraiment en train de... Je me rappelle au début de Betaï, la première année, je crois que j'ai fait plus de 1000 pitchs, et j'ai reçu peut-être 6 ou 7 oui. Et donc, tu dois te lever tous les jours, et avec la même ambition, le même courage, la même comment on dit, façon de raconter ton histoire. Et tu sais que la plupart des temps, c'est non, non, non. Mais quand il y a un oui, tu vas au ciel. Et c'est ça qui te fait continuer. Et comme expérience, même si on ne fait pas l'entrepreneuriat après comme vie et créer ta start-up, mais si on fait l'expérience, ça va te gagner beaucoup de choses pour ta vie. J'ai une question pour vous. Qui est lyonnais ou lyonnaise dans la salle? Alors, si vous voulez, vous allez tous lancer une start-up, j'espère bien. Donc, si vous vous lancez à Lyon, vous avez H7. Mais si vous ne vous lancez pas à Lyon, Bruxelles est une formidable ville française. On y vit extrêmement bien. Ville française, ai-je bien entendu? Absolument. Il y a plus de Français à Bruxelles qu'à Dijon. Donc, vous serez chez vous. Pas de taxation des plus-values à Bruxelles, je vous le rappelle. Et si vous venez à Bruxelles, soit dit en passant, 180 nationalités et un des meilleurs endroits pour recruter des équipes multilingues, si pas le meilleur en Europe. Si vous venez à Bruxelles, venez à Bicentral, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Alors, si vous faites crypto, pas de taxation au Portugal, donc... Et en plus, il y a la mer. À mon tour, moi, des conseils, j'en aurais effectivement plein. Des doutes, j'en aurais effectivement plein. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que ma vie d'entrepreneur, je ne la regrette pas du tout. Mais alors pas du tout. C'est un choix que j'ai fait il y a une dizaine d'années.
Ça a été dur, mais l'émotion que ça procure est beaucoup plus importante et face à toutes les difficultés ou toutes les baffes que vous prenez dans la gueule toute la journée, ou les risques que vous prenez, hein, parce qu'on n'a pas parlé de cette notion de risque, mais en France, être entrepreneur, c'est aussi risqué. Donc, j'ai envie de vous dire, allez-y. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'entreprendre, on en a parlé, donc choisissez bien. Et surtout, je pense qu'il y a un truc qui est très important, c'est soyez conscient de vos capacités. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des étapes dans la vie d'un entrepreneur et dans la vie d'une entreprise. Parce qu'il y a l'entrepreneur qui crée une entreprise et il y a l'entrepreneur qui gère une entreprise. Et pour moi, c'est complètement différent. Et moi, par exemple, j'ai un profil de créateur d'entreprise. Voilà, je monte les boîtes et au bout de 5-6 ans, il faut que j'en crée une autre parce que sinon, je m'emmerde. Donc voilà, ça c'est mon truc. J'adore partir d'une feuille blanche, j'adore partir d'un tableur Excel, j'adore aller chercher mes premiers clients, j'adore aller me confronter au marché. Voilà, mais c'est parce que c'est mon profil. Voilà. Et la deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est mettez les gens là où ils sont les meilleurs. Voilà. Là, c'est un truc que je trouve que c'est super important. C'est plus que savoir qu'est-ce que sont les choses que tu es bon à faire, c'est qu'est-ce que tu n'es pas bon à faire. Parce que là, c'est ces skills-là que tu dois chercher dans le marché et trouver les bonnes personnes qui vont le faire beaucoup mieux que toi. Et c'est ces gens-là que tu veux ramener pour ton équipe. Merci à tous les trois. Merci pour votre écoute. Et puis, on est à dispo si vous avez des questions à la suite de la conférence. Merci beaucoup. Merci. Merci.